Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous vous informez chez nous et on en est fort aise. Bienvenue sur TVC9 et TV Témis. Le CPE Calimero d'abord. Bonne nouvelle, on accueille de nouveaux enfants depuis lundi, oui, alors qu'on inaugure une troisième installation au Témiscamingue. Après 2 sites à Ville-Marie pour Calimero, Lorrainville qui a maintenant aussi son CPE. Un investissement impliquant le ministère de la Famille du Québec de 5 millions de dollars. Cette installation-là de 2025, est-ce que déjà elle reçoit la limite d'enfants requise ou on en attend d'autres? En fait, pour l'instant, on a un permis de 72 places. Pour l'instant, on est à 62 places. Il nous reste 10 places à combler et c'est pas par manque d'enfants, c'est par manque de ressources humaines pour offrir le service. OK. Et ces enfants-là, ils viennent tous du Témiscamingue. Comment on occupe les places? En fait, on est régi par la liste d'attente du ministère de la Famille qui s'appelait Place 05, qui devient maintenant le nouveau portail du ministère de la Famille. Donc, quand on a des places disponibles, on les comble là, à partir des listes d'attente où les parents se sont préalablement inscrits. Ça fait quelques mois qu'on attendait ce projet-là, début de l'annonce, construction, inauguration, combien de temps on a? Je vous dirais plutôt quelques années. Ça fait déjà 4 ans que je travaille sur le projet. La construction a démarré finalement le 4 juillet 2024. Et l'équipe et les 39 enfants de l'ancienne installation de Lorrainville ont pris possession des lieux le 2 juin 2025. Et c'est un investissement majeur, Mme Champoux, pour les lutins? Absolument. En fait, c'est pour le CPE chez Calimero. Oui, c'est un investissement de 5 85 000. De ça, le ministère de la Famille a contribué à l'aide du programme de financement des infrastructures pour 4 90 000. Et la corporation a investi la différence pour la construction. Il y a 3 installations. Elles sont encore... on les utilise quotidiennement? Oh oui. Ils sont très occupés. Les 2 installations de Ville-Marie sont à pleine capacité. Et celle de l'installation lutin de Lorrainville deviendra à pleine capacité là, au moment où ce sera possible. Et la capacité d'accueil, elle est de combien au complet? Au complet, j'ai 178 places qui sont dans les 3 installations et 315 places qui sont avec le bureau coordonnateur pour les places en milieux familiaux. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres besoins, Mme Champoux? Je vous dirais qu'avec l'ajout de ces 33 nouvelles places-là, aux 39 qui étaient déjà existantes, ça vient très fortement aider là, à diminuer la liste d'attente des gens du Témiscamingue. Et les places au bureau coordonnateur en milieu familial ne sont pas tous distribués par manque de requérantes aussi comme responsables de service. Donc, si on prenait nos 315 places et nos 170 en milieu familiaux et nos 178 places en installation, on comblerait les besoins de la totalité de la liste d'attente. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'autres projets, d'autres constructions ailleurs au Témis, là? Non, et il n'y en aura pas non plus parce que le ministère de la Famille a fait une carte des besoins par région et avec cet ajout-là, le Témiscamingue est maintenant considéré comme répondant aux besoins de la population. Donc, on n'est pas supposé, comme parent qui vient s'installer à Lorrainville ou quelque part dans une des c'est 19 municipalités au Témiscamingue, on n'est pas censé manquer de place pour s'occuper de nos enfants et nous permettre d'aller travailler. Aujourd'hui, il est possible qu'il y ait encore des gens qui attendent. OK. Parce que les places en milieu familiaux ne sont pas tous distribuées. Par contre, il y a de moins en moins de parents qui sont en attente. Et cette nouvelle installation va certainement avoir un impact sur l'économie de la région? C'est certain. Il y a plusieurs couples qui ont pu retourner au travail parce qu'ils ont eu, soit un des 2 conjoints demeurait à la maison par manque de place. Certainement que ça l'aide et ça solidifie en fait là, les autres entreprises du Témiscamingue, entre autres, parce que ces gens-là peuvent se rendre au travail. Vous parliez de pénurie de main-d'œuvre, qu'on ne peut pas amener des enfants pour combler les places qui sont disponibles parce qu'on manque de main-d'œuvre. Vous avez combien d'employés? Présentement, j'ai un bassin de 57 employés.
Là-dessus, il y a des gens qui sont j'en ai en cuisine, j'en ai des gens qui sont éducateurs, j'ai du personnel administratif. J'ai des gens qui sont en poste, j'ai des gens que j'ai besoin pour remplacer ces gens-là en poste. J'ai un bassin de remplaçantes qui me permet là, d'assurer les services sans avoir de rupture de service pour les parents. Mais il manquerait quand même au moins 2 personnes pour pouvoir réouvrir le nouveau groupe qui me manque et assurer là, la présence des enfants, sans rupture de service. Donc, c'est-à-dire que vous êtes les hommes ou les femmes qui aimeraient travailler et qui ont les qualificatifs pour le faire. Vous avez des postes ouverts actuellement. Oui, j'ai des possibilités d'emploi actuellement, mais évidemment, ça prend une qualification et ça prend aussi, plus que la qualification, ça prend aussi la capacité et la passion de travailler avec les enfants. On travaille très fort à maintenir et à améliorer la qualité éducative. On est aussi dans un contexte où on a plusieurs enfants qui ont des défis particuliers dans leur développement, donc on essaie de trouver des gens et de trouver des façons d'aider ces enfants-là à passer par-dessus leurs défis et en même temps d'outiller les familles. C'est pas mal. Là, on est rendu vraiment à solidifier et on a une excellente qualité au CPE chez Calimero, mais c'est un processus d'amélioration continue. On est équipé pour faire face aux exigences du milieu des centres de la petite enfance. Absolument, et une excellente collaboration avec le ministère de la Famille. D'accord. Ben, bon succès avec cette nouvelle installation. Calimero qui prend de l'expansion. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les parents et pour les gens qui y travaillent aussi. Hein? Absolument. Merci, Mme Champoux. Ça me fait plaisir. La communauté de Notre-Dame-du-Nord réagit alors que ses citoyens vivent une situation alarmante, préoccupante face aux crimes, aux vols et au vandalisme. Un sentiment d'insécurité là, qui grandit et touche plusieurs citoyens malgré les efforts déjà déployés. Pour la direction municipale, il est temps d'agir ensemble avec son monde de manière concertée, structurée. C'est pourquoi le Conseil de ville demande la mise en place urgente d'un plan d'action conjoint impliquant tous les partenaires clés. Une pétition est d'ailleurs en ligne, notamment reçue par le ministère de la Justice sur le site de la ville. Monsieur le maire Michel Vaillant, pour les gens qui se demandaient si vous portiez bien votre nom, on tasse le doute. Hein? Merci. Parce que avant même que vous entriez en fonction, que vous soyez assermenté comme maire de Notre-Dame-du-Nord, ben vous aviez déjà un dossier en main que vous espériez voir avancer parce que vous vous êtes douté que pour les citoyens, il y avait urgence. Oui, effectivement. On n'est pas sans... comme je répète souvent aux gens lors des conseils municipaux, lors d'entrevues, les conseillers, les membres du conseil municipal, le maire, habitent Notre-Dame-du-Nord. Nous sommes des citoyens de Notre-Dame-du-Nord. Donc, nous vivons, en fait, les mêmes problématiques que nos concitoyens. Et donc, dans ce contexte-là, avec les échos que j'avais pu obtenir de citoyens, avec les échos que j'avais pu obtenir de la Sûreté du Québec, quant au nombre de délits, rapidement, j'ai commencé à recueillir des informations, à trouver certaines pistes de solutions. Et une de celles-là a été, via notre député provincial, M. Daniel Bernard, d'écrire directement au ministère de la Sécurité publique et des Affaires autochtones, donc M. Yann Lafrenière, afin de l'informer de la situation que nous vivons à Notre-Dame-du-Nord et de demander son aide pour une action concertée pour arriver à, en fait, trouver des solutions dans le temps qui vont nous aider à trouver
raison de cette problématique de vol qui se produit à Notre-Dame-du-Nord en ce moment. C'est ça. Il faut rappeler pour les gens qui ne sont pas au courant, peut-être il y a des gens à Notre-Dame-du-Nord à qui ce n'est pas arrivé, parce que le secteur n'a pas peut-être encore été visé par les voleurs, mais pour les autres et pour ceux des autres municipalités, parce que une troupe de cambrioleurs, ça ne se contente pas d'un village. Ça finit par faire le tour et si on ne l'arrête pas, par exemple à Notre-Dame-du-Nord, bientôt Saint-Bruno-de-Guigue et ailleurs pourraient être visités. Alors, la problématique, c'est quoi? Il y a une problématique, en fait, de vol, particulièrement dans les cabanons, les remises extérieures, etc., et plus récemment, dans des maisons. Et donc, c'est une problématique réelle. Je veux dire, on est un village, une municipalité de 1100 habitants, et on a un groupe de fauteurs de troubles et de gens qui commettent des méfaits sur la municipalité. Et de là, l'importance pour la Sûreté du Québec et puis pour la municipalité, de rassurer aussi les citoyens à l'effet que des mesures sont prises. Il y a de nouveaux règlements municipaux qui ont été mis en place pour faciliter les interventions de la Sûreté du Québec. Oui, comme quoi, par exemple? Entre autres, pour être en mesure d'intervenir dans la journée sans plainte si la Sûreté du Québec, si les policiers qui patrouillent, voient quelqu'un se promener sur un terrain, quelqu'un qui semble ne pas être à sa place, d'être louche, ils pourront maintenant l'interpeller sans devoir recevoir une plainte formelle de la part d'un citoyen. Donc, ça permet justement une meilleure intervention de la part des policiers de la Sûreté du Québec. Et nous avons aussi voté de nouveaux règlements qui vont permettre, surtout dans les cas de construction illégale ou d'implantation illégale de certaines remises où peuvent se passer certains méfaits, de pouvoir les démolir. Et ces méfaits-là, ces vols-là, ces intrusions-là dans les cabanons et les maisons, ça avait lieu même quand M. Nico Dubé était là, en place. Là. Déjà, il y avait des plaintes qui étaient formulées. Oui. Lors du précédent conseil municipal avec M. Nico Gervais, effectivement, c'était là. Et il y a des mesures qui ont été prises aussi dès lors pour faire en sorte de diminuer ces vols, des interventions avec la Sûreté du Québec, des conseillers et même des membres du personnel qui faisaient des patrouilles et qui étaient beaucoup plus vigilants aussi sur ce qui se passait. Mais il ne faut pas oublier que non seulement Notre-Dame-du-Nord, mais dans bien d'autres municipalités, que ce soit des municipalités plus petites comme ou des municipalités même de même ordre, comme Béarn, comme Ville-Marie, il y a aussi un problème d'itinérance qu'on voit de plus en plus, un problème de gens souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Et donc, à ce moment-là, dans une petite municipalité comme la nôtre, nous ne sommes pas outillés pour pouvoir répondre aussi à ces nouveaux défis. Et la problématique veut que les gens, les hommes et femmes qui ont besoin de consommer, commettent des vols et revendent, font du recel des biens volés. Alors, la roue tourne et ça n'arrête pas. Et donc, pour le conseil municipal, il est vrai que nos moyens sont limités, mais avec l'aide de la population, comme ça s'est passé lors du conseil municipal de lundi dernier, lundi 10 novembre, il y a plus d'une cinquantaine de citoyens qui sont venus nous interpeller au conseil municipal. Le tout s'est déroulé dans l'ordre, dans le calme, et dans un souci de coopération, de collaboration de la part de la municipalité et des citoyens qui étaient là dans un mode solution, afin de trouver des alternatives, afin de proposer des solutions. Et le tout s'est soldé par d'autres actions qui pourront être mises en place, comme de la surveillance. Il y a la Sûreté du Québec, mais leurs collègues de l'Ontario Police Provincial Police, l'OPP, la GRC, il y a un paquet de monde là, qui travaille là, à prendre ça au sérieux.
Oui, tout à fait. Je veux dire, on ne peut pas laisser les choses aller. Il faut prendre les problèmes tels qu'ils sont, ne pas se voiler le visage en faisant semblant qu'il y a rien qui se passe. Il y a des choses qui se passent et il y a aussi des actions qui sont mises en place. Naturellement, on ne peut pas tout dévoiler et la Sûreté du Québec ou les différents corps de police ne dévoileront pas toutes les stratégies qu'ils peuvent mettre en place. Et c'est tout à fait normal. Il faut faire preuve d'une certaine retenue. Certaines enquêtes prennent du temps, mais il y a déjà eu des interpellations auxquelles les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé avec la Sûreté municipale de Témiscamingue First Nation. Et donc, des choses se passent. Je peux comprendre que pour certains citoyens, c'est pas assez vite, mais un conseil municipal ne peut pas céder à la panique, ne peut pas non plus faire des actions sporadiques du jour au lendemain ou changer des choses. Les actions doivent se faire dans l'ordre, doivent se faire dans la continuité et avec un objectif, c'est-à-dire celui de trouver une solution durable pour éviter que ce problème ne perdure. Oui. Il y a un document qui circule, important de le signer. Oui, les citoyens qui veulent une action, la pétition qui circule autant version papier dans certains commerces que sur le web. Ces gens-là peuvent signer. Tout à fait. Cette signature-là, c'est une demande à Michel Vaillant et ses conseillères d'agir contre ces vols-là. Je dirais que c'est plus autrement, c'est tout autrement. C'est davantage? Ce sont les citoyens qui nous ont demandé et qui ont proposé qu'on fasse une pétition afin d'obtenir du soutien des différents paliers de gouvernement. D'accord. Les citoyens connaissent déjà les actions qui ont été mises en place par leur conseil municipal. Et d'ailleurs, lors du conseil de lundi, à la fin, lorsque j'ai fait un point et un résumé des interventions des citoyens, les citoyens se sont applaudis, mais ont applaudi aussi en même temps leur conseil municipal de voir de l'écoute que nous avions à leur égard et des mesures que nous avions déjà mises en place. On n'a pas attendu la réunion de lundi. Bon nombre d'interventions avaient été faites déjà bien avant, comme d'interpeller le ministre de la Sécurité publique. Donc ça avait déjà été fait. Mais cette pétition qui a été rédigée par la municipalité pour les citoyens de Notre-Dame-du-Nord vient démontrer l'appui et le soutien qu'a la municipalité envers son conseil municipal a interpellé les autorités gouvernementales, les différents paliers de gouvernement. Et j'ai eu encore Sébastien Lemire hier après-midi au téléphone qui nous assure de son soutien et qui mettra tout en place aussi pour aider les citoyens de Notre-Dame-du-Nord et du Témiscamingue dans l'accomplissement de cette mesure pérenne que nous pourrons mettre en place. Et je tiens à le dire parce que je n'ai jamais retenu mes critiques, mais aussi quand il y a des qualités à apporter, c'est bon. Daniel Bernard vous a aidé, même s'il est dans la région de l'Estrie, là, il est présent dans ce dossier-là pour faire avancer et s'assurer qu'il y ait de l'écoute au ministère de la Sécurité publique. Parce qu'ils vous ont entendu et il y a de l'action là qui se passe un peu. Là. Oui, effectivement. Alors, j'ai eu des échos. J'ai toujours pas eu de communication officielle de la part du ministre de la Sécurité publique et des Affaires autochtones. Cependant, j'ai eu des échos à l'effet qu'il avait bien reçu notre demande, qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place. Alors, on espère pouvoir tenir prochainement à Notre-Dame-du-Nord, un forum avec les différents paliers d'autorité, incluant le CISAT aussi, pour adresser les problèmes d'addiction, de consommation de drogue, de santé mentale aussi, dont sont victimes certaines personnes et qui contribuent à la problématique. Merci, monsieur, et à bientôt pour d'autres informations. Merci beaucoup, monsieur Moreau.
Vu d'en dehors, le bon vieux Polydium porte encore le poids des années à Notre-Dame-du-Nord, mais patientons, ça viendra. Notre-Damien et Notre-Damienne, oui, c'est votre gentillet. Pour le moment, ouvrez les portes et comme nous, découvrez ce qui avait besoin de subir un rajeunissement pour mieux permettre aux citoyens de la ville, comme des municipalités au Témis et même en Ontario, de s'y amuser sans danger et agréablement. M. Vaillant, on a eu un avant-goût un peu sur les réseaux sociaux. Le Polydium, nous a-t-on dit, les rénovations sont achevées pour les citoyens d'ici et d'ailleurs, parce qu'il y a des gens de partout qui viennent s'amuser ici. Ben, c'est libre, les portes sont ouvertes et on peut aller voir ce qui a été fait au cours des derniers mois. Oui, oui, quand même, près de 700 000 $ ont été investis dans la rénovation du Polydium. Principalement, tout se déroule du côté des glaces, en fait, où il y a eu de nouvelles bandes, de nouvelles baies vitrées. On a repeint, on a ensuite automatiquement un nouveau tableau d'affichage. Donc, il y a quand même eu de gros investissements avec changement de toute la chaufferie, tout le système de chauffage. Et c'était, c'est comme on dit dans le jargon, c'était dû, ça fait longtemps qu'il y avait des demandes pour ces travaux-là? Tout à fait, pour moderniser. Et donc, on a pu obtenir du financement, des subventions de la part du Fonds Région Ruralité, de la part du ministère de l'Éducation, et de d'autres paliers gouvernementaux pour justement refaire les peintures, moderniser un peu, changer le tableau d'affichage, un nouveau tableau d'affichage beaucoup plus performant. Et comme vous voyez, toutes les bandes ont été changées, donc des bandes toutes neuves. Conforme aux nouvelles réglementations avec les baies vitrées. Et c'est du moderne, ça, parce que ce qui est exigé aux arénas qui affichent des équipes de hockey, par exemple, junior majeur, ont eux aussi dû faire des travaux de modernisation qui se rapprochent des règles de sécurité de l'année 2025. C'est ça. Et donc là, ici, on a quelque chose qui est tout à fait aux normes. On a notre personnel municipal qui travaille d'arrache-pied et qui a travaillé d'arrache-pied depuis le mois d'avril afin qu'on puisse réouvrir là, il y a une dizaine de jours. En fait, avec les nouvelles glaces, et je vous montre, en fait... C'est plus de 6 mois de travaux, là. C'est un chantier été fait énorme. pendant la période estivale. Là, vous ne me ferez pas aller marcher sur la glace, là, monsieur le maire. On peut y aller avec les crampons. Ouais, mais c'est vrai, oui, j'en ai des crampons après mes bottes. Et je ne dois pas avoir peur. Ça a été modernisé, système de chauffage, tableau d'affichage, les peintures ont été refaites. Et est-ce que j'en oublie, Daniel? On a tout refait la peinture au complet. La peinture, hein? Toute la peinture au complet. Oui. Là, on a fait, vous avez dit des bandes. On a fait un muret de ciment. C'est ça, pour accueillir les bandes. Oui, on a fait il y a des chambres, il y a bien des affaires qui ont été faites. C'est tout a été refait, tout a été shooté à l'horizon. Entre ce qu'il y avait le printemps passé puis cet automne, là, c'est le jour et la nuit? Oui, deux mondes différents, là. Vous n'avez pas fini encore, là. OK. Il y a encore bien d'ouvrages à faire. Oui. Mais là, c'est ouvert au public et dans un aréna pratiquement neuf. Hein, ben oui, et ce qui a été fait. C'est au public de Notre-Dame-du-Nord qui y a accès. Est-ce que c'est venir au Polydium à Notre-Dame-du-Nord, c'est gratuit ou il y a des frais? Pour les gens de la municipalité, il y a des périodes de patins libres. Il y a des périodes, on va faire attention. Il y a des périodes de patins libres, il y a des périodes de patins avec hockey. Ça, c'est l'accès est gratuit pour cette partie-là. Mais on doit aussi essayer de rentabiliser autant que possible. Alors, quand il y a des associations sportives qui viennent soit de l'Ontario ou d'ailleurs au Témiscamingue, eh bien, il y a des montants qui parce que les Ontariens sont une bonne clientèle, là, parce que déjà,
Les gens arrivent de Moulesque, de North Bay et viennent jouer au hockey ou au ballon-ballet ici. C'est ça, il y a des tournois aussi qui se pratiquent. Il y a le patinage artistique aussi qui se fait. Et donc, où on prête les lieux. Et dans le cadre de gens ou d'équipes de hockey qui viennent soit pratiquer, soit jouer ou encore faire des tournois, eh bien, à ce moment-là, on les accueille ici à Notre-Dame-du-Nord. Ouais, plus d'un demi-million de dollars, c'est quand même 700 000, c'est quelque chose. Oui. Vous êtes fiers et satisfaits de la réalisation? Ah oui, tout à fait. Et quand on regarde ce qui a été fait et ce qui avait été entériné aussi par le précédent conseil, alors que M. Gervais était maire, eh bien, on en voit les résultats aujourd'hui. C'est un aréna moderne et tout à fait nouveau. Est-ce que, M. Vaillant, les fonds sont déjà bloqués pour poursuivre les travaux ou faudra y travailler? On ira en fonction des subventions disponibles parce que, compte tenu du budget d'une petite municipalité comme nous, eh bien, on doit travailler de concert avec ce qu'il y a de disponible comme subvention pour pouvoir entretenir et moderniser les équipements. 2 mots importants en campagne électorale, on verra. C'est ce que le gouvernement va vous dire peut-être, ou le prochain, qui sait. C'est ça. Merci de nous avoir fait découvrir ce nouvel aréna et en espérant que vos gens de Notre-Dame-du-Nord et des municipalités environnantes utilisent cet équipement, cet outil pour le sport. Oui, parce qu'il est là, il est disponible. Merci. Merci beaucoup. La MRC de Témiscamingue renouvelle son partenariat avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP, pour poursuivre le rétablissement tout simplement du Touladi dans le réservoir Kipawa. L'entente maximale de 5 ans prévoit un financement annuel de 6 000 $ puisés dans les redevances sur les ressources naturelles. Elle vise à soutenir les ensemencements de 30 044 Touladi par année, le suivi scientifique et la recherche sur les espèces emblématiques. Le ministère maintient par ailleurs la mesure exceptionnelle qui autorise la conservation d'un seul Touladi de plus de 65 cm, une mesure qui se trouve à déroger du règlement habituel de la zone 13. Maintenant, toujours au Témiscamingue, la MRC de Témiscamingue qui prépare une vaste consultation citoyenne sur son projet d'électrification du chemin Maniwaki. C'est situé en territoire non organisé, le TNO. Projet qui vise à desservir le secteur en électricité, une démarche jugée essentielle pour soutenir l'occupation et le développement du territoire. Cependant, et avant toute décision sur la faisabilité et le financement, la MRC qui souhaite informer et sonder les résidents concernés. Ainsi, une lettre détaillant le contexte, les étapes prévues et les impacts financiers sera envoyée aux contribuables. On y jette un coup d'œil, évidemment, quand ce sera le cas. Et suspension chez Arbec d'Amos, urgence d'une stratégie forestière. Unifor Québec qui réagit avec inquiétude et colère à l'annonce de produits forestiers Arbec de suspendre pour au moins une période indéterminée les activités de son usine de panneaux OSB d'Amos à compter du 20 décembre. Décision qui va toucher quand même près de 100 travailleuses et travailleurs d'Amos, mais des alentours. Dans une déclaration, Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, mentionne que derrière chaque analyse de marché et chaque décision difficile, il y a des familles, comme partout ailleurs, qui perdent en salaire, des communautés qui s'appauvrissent et une région qui se demande comment, une fois de quoi demain sera fait. Unifor va être présent aux côtés de ses membres à Amos pour les accompagner dans l'épreuve, défendre tous leurs droits et revendiquer des solutions durables. Selon les informations transmises par l'employeur, c'est une suspension des opérations sans démantèlement de l'usine et les actifs qui seront maintenus et sécurisés. Pour Unifor, le potentiel des installations d'Arbec à Amos ne fait aucun doute
et tout doit être fait pour assurer leur relance. M. Cloutier ajoute qu'il faut se relever les manches. Selon lui, on ne peut pas se contenter d'attendre un hypothétique retour aux conditions favorables sur le marché. Ben voilà qui complète ce tour d'horizon de l'actualité témiscamienne. Merci d'avoir été là. Suivez d'autres nouvelles ou productions cette semaine sur le Facebook, le web ou le YouTube de TV Témis.